Voir et comprendre l'univers des pros, c'est Du côté des pros, avec Nauf. Bonjour et bienvenue du côté des pros, le magazine télé du bâtiment et de la construction. Nous sommes ici au CFA, le centre de formation des apprentis de Hocker près de Meaux. C'est ici que sont formés les plombiers et les chauffagistes. Durant cette émission, on va parler comme d'habitude innovation, métier, chantier et surtout maison individuelle avec notre invité fil rouge. Mais avant de vous présenter, tout de suite, le sommaire. On commence donc par la rubrique innovation avec une colle à parquet qui, grâce à un procédé exclusif, améliore le confort acoustique des logements. Et ça, c'est drôlement important. On vous explique comment ça marche. Ensuite, nous vous proposons le portrait de la famille Stéphanie. Marbriés de père en fils, ils détiennent le secret de la voûte sarrasine. Un secret partagé par très peu de pros du bâtiment. Notre grand dossier est consacré à un thème qui revient régulièrement sur le devant de la scène, la domotique. 30 ans qu'on parle de la maison intelligente, est-elle enfin arrivée du côté des pros? Fait le point. Enfin, après avoir passé en revue les infos et les bouquins du bâtiment, notre rubrique métier nous amènera du côté des grutiers, des techniciens du chantier très qualifiés, qui, bien qu'ils soient parfois la tête dans les nuages, n'en ont pas moins les pieds sur terre. Tout cela avec notre invité fil rouge, Dominique Vontron, bonjour. Bonjour Jérôme. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est avec un grand plaisir. Vous êtes un spécialiste de la maison individuelle, on va beaucoup parler de ça aujourd'hui. Mais d'abord, votre parcours. Bac en poche, vous avez fait une carrière artistique. Le dessin ? Non, j'ai fait des cours d'architecture à la préfecture de Paris, en travaillant également chez un architecte célèbre de Neuilly. Et pendant plusieurs années, donc, j'ai été amené à être sur la planche à dessin et à la main. J'ai commencé à griffonner mes premières maisons. À l'époque, tout se faisait à la main. À l'époque, tout se faisait à la main. Alors, ensuite, une carrière plutôt commerciale. Alors, une carrière commerciale qui a démarré chez un grand constructeur de l'époque, qui l'est toujours, qui est le groupe Maison Familiale, où j'étais cadre commercial et j'ai fait partie donc, des pionniers qui ont lancé le secteur maison isolée au sein de ce groupe. Bon, la transition était logique. Après, le groupe Maison Familiale, la SGE. La SGE, qui était la Société Générale d'Entreprise, qui est devenue Vinci. SMCTP. Qui était une entreprise de moyenne importance, qui faisait aussi bien de l'ossature bois que de la maison traditionnelle. Quatrième entreprise, GTM, Grands Travaux de Marseille. Les Grands Travaux de Marseille, une très belle expérience pour une marque très connue. Et ces majors du BTP ont malheureusement abandonné ce secteur d'activité. Dans les années 90. Dans les années 90. D'où la naissance de Castelord avec mes associés. Alors Castelord, c'est une entreprise que vous fondez, puisque les gros abandonnent la maison individuelle, la place est au petit. La place est au petit et c'est tout à fait vrai puisque c'est un marché qui est très atomisé et nous avons créé en associant les compétences des uns et des autres quelques quadras dont un architecte et on a pu dans des années difficiles puisque c'est le début des années 90 lancer Castelord sur un secteur de l'Île-de-France, du nord-ouest de l'Île-de-France. Vous êtes basé à Compiègne. Hein. Le siège pour des raisons historiques c'est le berceau à Compiègne. Bon. Et vous êtes ici en quelque sorte le représentant de tous les CMistes. On dit CMistes ? On dit surtout constructeur. Vous préférez constructeur ? Avec un grand C. Oui, oui. La part de marché de la maison individuelle ? Alors c'est 60% des logements en France. Sur 400 000 et quelques logements pour l'année 2006-2007, c'est un peu plus de 200 et quelques mille maisons. 60% du neuf, c'est de la maison individuelle. C'est de la maison individuelle. Vous êtes une petite entreprise comme il y en a plein d'autres. Vous travaillez sur la France entière ? Non, sur l'Île-de-France, nord-ouest, de Compiègne à Saint-Germain-en-Laye. J'ai deux agences, une à Saint-Germain-en-Laye, l'autre à Deuil-la-Barre, en pleine vallée de Montmorency, dans le Val d'Oise, et Compiègne. Les petites entreprises comme la vôtre travaillent essentiellement sur un marché régional, sur un marché local. Oui. Combien de salariés la vôtre ? 11, une véritable équipe. Combien est-ce que vous avez construit de maisons ? En 15 ans, on vient de fêter notre 1000e livraison. Alors, pourquoi vous ne voulez pas dire CMiste ? Parce que c'est un terme qui ne nous plaît pas et on a... dans nos valeurs, le terme de constructeur de maisons individuelles, c'est un terme qui nous plaît beaucoup plus parce qu'il représente vraiment notre métier, qui est un métier d'ensemblier,
où on réunit toutes les compétences dans le cadre légal de la loi de 1990. Vous n'êtes ni spécialement maçon, ni spécialement peintre, ni spécialement couvreur, vous êtes ensemblier. Ensemblier, et tous ces métiers, on les rassemble pour construire la maison de notre client. Alors, on parlera beaucoup de la maison individuelle. Commençons d'abord par notre rubrique innovation. J'imagine que vous êtes attentif, vous qui êtes ensemblier donc à tout ce qui se fait de nouveau. Regardez, c'est nouveau, ça vient de sortir, c'est une colle à parquet. Pas n'importe laquelle, le marketing appelle ça une colle acoustique. C'est un reportage de Charlotte Altschul. Paris, 9e arrondissement. Une chambre d'hôtel est en cours de rénovation. Objectif de la journée, poser un parquet massif sur toute la surface de la pièce. Là, il me reste 6 mètres carrés, on va mettre 1h30. Après, c'est fini. Ici, l'entreprise de parquet essaye une nouvelle méthode de pose, une colle incluant un amortissement phonique. Pour en savoir plus, nous avons pris rendez-vous dans un laboratoire de recherche en Seine-et-Marne. C'est Laurent Néry, l'ingénieur chimiste à l'origine de ce produit, qui nous le présente. Donc dans une colle classique, on va retrouver 3 éléments principaux, surtout sur ce type de produit. Un liant polymère, de la charge minérale qui va permettre, elle, de renforcer les propriétés d'adhérence du produit. Et puis un plastifiant comme celui-ci qui va participer à, je dirais, réduire ou régler la viscosité du produit. Alors ce qu'on met dans la colle, ce que nous avons ajouté, ce sont des billes élastiques qui permettent justement, quand on les met dans la colle, d'améliorer considérablement l'amortissement acoustique de notre produit. Alors, on a également travaillé sur le liant polymère. Donc là, je ne pourrais pas forcément vous en dire plus parce que c'est plutôt un de nos secrets de fabrication. Mais il faut savoir qu'il y a effectivement dans ce polymère des chaînes qui font que finalement le produit est relativement élastique, ce qu'on n'obtient pas forcément sur d'autres colles du marché. Cette colle s'inscrit dans le cadre des normes européennes en vigueur, soit un amortissement phonique des chocs d'une valeur minimum de 17 décibels. Donc voilà, si vous voulez réaliser une pose de parquet avec des propriétés acoustiques répondant aux normes en vigueur, au jour d'aujourd'hui, vous avez 2 systèmes possibles. Le premier est le système donc classique. Dans un premier temps, vous venez faire adhérer une sous-couche en liège, en caoutchouc, d'autres types de matériaux. Vous laissez sécher 24 heures. Et dans un second temps, vous venez à nouveau appliquer de la colle pour coller le parquet. Donc avec notre procédé innovant, vous avez simplement une seule couche de colle et vous venez appliquer directement le parquet dessus. Et donc la fonction acoustique est cette fois-ci intégrée dans la colle. Autre innovation liée à ce produit, une spatule dotée de 4 évidements. Le but, laisser passer les billes élastiques et recouvrir uniquement 20% de la surface totale. Conséquence, moins de points de contact sol-plancher et des chocs partiellement absorbés par les billes. Dernière étape, un test phonique avec une machine à choc pour vérifier l'efficacité de cette colle comparée à une pose classique avec sous-couche. La machine est composée de petits marteaux imitant la marche avec talons. Pour le chercheur, l'expérience est concluante. Alors les résultats qu'on obtient sont sensiblement équivalents avec un système classique sous-couche et le système innovant que nous avons développé. C'est ce que nous pouvons voir sur la courbe qui est ici, où on a dans une zone allant de 500 à 1000 Hz un amortissement acoustique légèrement meilleur pour ce système-là. Ce que ça signifie en fait pour les voisins, du dessous notamment, c'est qu'ils vont moins entendre les bruits d'impact, les bruits de pas, les objets qui tombent à terre, donc ce sera un meilleur confort acoustique pour eux. Retour sur le chantier, l'entrepreneur vient recueillir l'avis de son parquetteur sur ce nouveau produit. Ça va Stéphane? Ça va bien. Alors, comment ça s'est passé? C'est bien, impeccable. Au niveau des maintiens, comment ça se passe? C'est un peu souple au départ? Un peu souple au départ et après c'est D'accord. manque de succion. Manque de succion, donc raccourcir un peu le temps de prise de colle peut-être? Oui. D'accord, ok. Comme vous voyez Stéphane, là il est de nouveau sur la colle. À un moment donné il travaille à l'envers, maintenant il travaille sur le produit proprement dit. Et le produit a tendance à glisser un tout petit peu, donc il faut réduire ce temps de prise de façon à ce qu'il n'y ait pas ce glissement du parquet et de la colle en même temps. Ce qui change, c'est la facilité de l'emploi. C'est très facile à utiliser, on a une poche, de la colle, une grande aisance au niveau de l'utilisation.
Et puis bon, on a une pièce propre, on n'a pas de déchets à côté, on n'a rien qui traîne, on n'a pas à monter du matériel en plus. Vraiment très 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 facile d'utilisation. Dominique Ventron, constructeur de maisons individuelles. Vous en pensez quoi de cette colle? Ah bah c'est magnifique, c'est un gain de temps. Oui, Ça, une journée quasiment. C'est exceptionnel. Puis c'est un amortisseur de choc. Alors pour nos maisons, qu'elles soient jumelées, qu'elles soient en promotion ou qu'elles soient en secteur diffus, il y a des enfants, hein, c'est la nature même de... L'isolation phonique dans la maison individuelle, c'est important? C'est très très important et ça va dans le sens de la qualité environnementale, puisque le phonique, l'acoustique, le thermique, c'est un ensemble et c'est une évidence, il faut y aller. Dans la fameuse RT 2005. 2005 qui est derrière maintenant. Oui. On a 2010, 2012 et toutes celles qui se Vous êtes déjà dans profilent. la 2012, vous? On est déjà dans la 2012. Ah, il paraît que vous êtes déjà dans le bioclimatique. Eh oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, une maison bioclimatique, c'est un concept qui est, si on peut le faire en synthèse, c'est l'harmonie entre l'environnement, l'architecture, le bon bâti ou le bien bâti d'une maison très économe, et puis le confort de la famille avec la protection des générations futures. Mais c'est du bon sens, en fait. C'est effectivement, moi je pense que c'est les maisons du bon sens. On redécouvre ce qui est devant nous avec une énergie qui est face à nous, qui est le soleil. Mais c'est une mode ou c'est vraiment sérieux? Alors c'est pas une mode. On était préparés, nous les constructeurs de maisons individuelles de notre union, on a suivi les réglementations thermiques et on les applique. Donc on était préparés à passer à ce stade futur qui arrive là. Et on est entouré de bureaux d'études thermiques, des ingénieurs thermiciens qui nous ont pré-labellisé le concept qu'on vient de lancer sur des terrains identifiés. Ouais, c'est par exemple bien orienter la maison. Enfin, c'est le bon sens que vous disiez, mais bien souvent, les anciennes implantations, je parle en lotissement, puisque en périurbain, on est souvent en limite séparative des deux côtés. On n'a pas beaucoup de choix. Quand on a du terrain, on peut mais plus si on peut, et je pense que toutes les grandes réformes de réglementation vont aller dans le bon sens, côté sud et côté ombre, côté nord, on va pouvoir animer par des garages, par des annexes, cette façade qui sera plus banale. Mais tout va se passer côté sud. Vous mettez des capteurs solaires, vous? Alors on met des capteurs solaires et on va en mettre de plus en plus. Alors dans nos zones climatiques, suivant mes confrères du Midi, on peut avoir une production d'eau chaude sanitaire autour de 70%. Dans le nord de la France, on sera un petit peu moins performant compte tenu de l'ensoleillement. Toiture végétalisée, vous faites? Toiture végétalisée, dans les nouvelles maisons de cette marque qu'on vient de déposer, qui s'appelle Greenlord, pour ce qui concerne ma société, on fait des garages avec des toitures végétalisées. Triple vitrage, vous faites aussi? Triple vitrage. Non, vraiment? Je voudrais juste revenir sur les toitures végétalisées, parce que c'est un concept qui a l'air assez compliqué, mais on va récupérer les eaux pluviales. Oui. Ça va être comme une grosse éponge, on va la canaliser, on va pouvoir arroser son jardin et laver sa voiture. Bon, vos maisons, là, bioclimatiques et tout, elles sont quand même beaucoup plus chères, non? Elles sont plus chères. Ah. Elles sont plus chères. Combien? Parce que, justement, pour les qualifier, nos fameux ingénieurs thermiciens nous proposent tout un tas de solutions et qui sont un peu plus coûteuses en termes d'isolation thermique, en termes de triple vitrage, capteurs solaires, pompes à chaleur, etc. Ça s'additionne. Parlons argent, monsieur l'ensemblier. Oui. Beaucoup plus cher? Pour arriver à des labels comme la basse consommation et Finergie, je pense qu'on atteindra, ça sera supérieur à 30% actuellement. Plus 30%? Plus 30% en coût d'acquisition. Et c'est rentabilisé? Entre 10 et 15 ans, suivant les options que va prendre notre client. C'est long, 15 ans. Mais il aura une facture divisée par 2, au minimum. Au minimum. Et ça, c'est prouvé par des attestations de performance énergétique qu'on remet à chaque acquéreur à la fin de son chantier à la livraison. Continuons à parler argent. Concrètement, une maison, la construction, en mètres carrés. Une maison bioclimatique, on va être autour de 1 800 € le mètre carré, habitable. 1 800 euros. Si elle est de plein pied, elle coûtera plus cher. Si elle est à étage, elle coûtera un petit peu moins cher. 1 800 euros le mètre carré, sans le terrain? Sans le terrain. Et si j'ai pas le terrain? Ah ben, le terrain, c'est là notre rôle de constructeur, c'est d'orienter le client, mais après, au préalable, après avoir fait un diagnostic de ses possibilités financières, il y a un budget qui est établi et à 90% des cas, le futur acquéreur sait où il veut habiter.
pas très loin de son lieu de travail, des commodités, des crèches, des écoles, etc. Donc on a une zone bien déterminée et le rôle de nos commerciaux, c'est d'orienter, de proposer des terrains via les notaires, les aménageurs lotisseurs, les mairies, les géomètres. Donc on peut faire appel à vous même pour trouver le terrain. Même si je n'ai pas de terrain encore, je peux faire appel à vous. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qui se passe? Déjà, reconnaissance du terrain pour savoir s'il n'y a pas de vices cachés, s'il y a un bon sol, d'optimiser vraiment tous les secteurs de ce parcours constructif. Et après, on signe? Alors, avant de signer, on repositionne le budget financier, c'est la pièce maîtresse. Le terrain a une importance considérable puisqu'il y a de l'adaptation ou non. La maison, le budget global, on signe parallèlement le terrain chez un professionnel, un notaire, un agent immobilier. Je signe pour une maison type. Oui. Or, moi, j'ai envie d'avoir des aménagements à côté. Je ne veux pas pareil que Monsieur Tout-le-Monde. Je ne suis pas Monsieur Tout-le-Monde. Là, paraît-il, ça me coûte beaucoup plus cher. Il y a le prix de base et dès qu'on met une amélioration, c'est là que vous faites la marge. On vous accuse de faire la marge là sur les extras. Alors, justement, c'est faux, hein, Jérôme, puisque les constructeurs de maisons individuelles, dans leur ensemble, ont maintenant intégré le côté de personnaliser chaque projet. Nos maisons sont toutes différentes les unes des autres. On a une diversité exceptionnelle. On s'adapte aux desiderata du client, chaque constructeur, et ça dans le cadre légal du contrat de construction, qui est un marché d'ordre public, qui est un marché forfaitaire. Le prix est fermé définitif et sans surprise à l'ouverture du chantier. C'est la transparence la plus totale. Et il n'y a pas de surcoût. On ne peut pas facturer des surcoûts après. C'est interdit de par la loi. Le prix est fermé définitif, il n'y aura pas de surcoût. Mais je suis un client très embêtant. Si vous ne respectez pas vos délais, si vous arrivez en retard, moi j'ai déménagé pendant ce temps-là. Oui. La clé de voûte de notre métier, c'est ce fameux contrat de construction. On y revient assez souvent. Il garantit au client un délai, un prix et délai convenu par un organisme extérieur qui se porte garant. Il y a des pénalités de retard. Il y a un délai contractuel. Si jamais il est dépassé, il y a un 3/1000 par jour de retard. Et finalement, j'ai changé d'avis. Qu'est-ce qui se passe? J'en veux plus de la maison, alors que j'ai signé. Alors, si vous avez signé après les levées des conditions suspensives, vous perdez l'acompte que vous avez perçu. Par contre, si vous vous rétractez pendant le délai légal de 7 jours, vous avez obligatoirement la restitution de votre acompte versé à la commande. Alors, toutes ces lois, tous ces règlements, toutes ces chartes de qualité, pour le faire savoir aux clients, vous faites de la pub? Il y a une communication de notre union des constructeurs. On parlera un petit peu plus tard de ce nouveau nom. Donc il y a une communication institutionnelle. Les organismes, les banques, les institutions, tout le monde le sait. Et chaque constructeur a un devoir d'information et de communication. Alors ce n'est pas des grandes pages dans les journaux régionaux, mais très souvent c'est des forums, c'est des salons qui amplifient le message de transparence et de garantie qu'on apporte à l'acquéreur. Mais vous dites que le plus important, c'est le BAO, le bouche à oreille. Oui. La réputation. Et ça, c'est bon pour et propre à ma société, mais je pense que pour un grand nombre de constructeurs régionaux qui sont dans les mêmes conditions, quelles que soient les régions, c'est le bouche à oreille, c'est plus de 50% des ventes, des contrats, c'est la recommandation spontanée. Et c'est vraiment ça, par cette démarche de qualité, qu'on essaye d'amplifier. On a encore plein de questions à vous poser sur la maison individuelle et sur votre fameuse union qui a changé de nom. On verra ça tout à l'heure. Mais d'abord, le portrait de la semaine. C'est quelqu'un que vous nous avez présenté d'ailleurs, un type assez extraordinaire. En fait, cette famille, il s'appelle Jean-Pierre Stefani. Il est d'origine italienne. C'est son père qui a importé en France un savoir-faire très particulier que vous connaissez bien. C'est la voûte sarrasine. Regardez, c'est un reportage réalisé par Cécile Dangean. Bonjour Bouba, attention tu passes à la télé, hein. Tu t'es pas rasé, hein. Ça c'est pas bien. C'est pas bien de pas se raser le matin. Je suis né dans les cailloux, hein, de grand-père dans les cailloux, et puis bon, je trouve que c'est quand même que la nature nous donne des produits aussi merveilleux, hein, en couleur, en texture.
Je trouve ça beau, quoi. On trouve parfois des fossiles. Là, c'est vraiment très marqué. Mais bon, il y a des clients qui sont preneurs et d'autres surtout pas, car bon, ça fait une imperfection dans la matière. Moi, j'aime bien dessiner des escaliers. Et pour ne rien vous cacher au niveau couleur, je suis daltonien. C'est la raison pour laquelle je m'occupe très peu des cuisines en granit, car je vois mal les couleurs. Combien d'années que tu travailles là, Horatio? 21 ans. Il était tout gamin. Ah oui, c'est vrai. Italien également? Non, portugais. Il n'y a plus beaucoup d'Italiens dans le... Ici, c'est mon grand-père en Italie, avec ses 4 frères, qui étaient tous marbriers. C'est lui qui a fait ce monument. Mon grand-père, avec une petite carrière de rouge de Vérone, mais de petite exploitation, il faisait des éviers, il faisait des colonnes, des choses comme ça. Et ils ont supprimé la voie de chemin de fer. Ils ne pouvaient plus envoyer leurs travaux, quoi. Donc, il fallait qu'ils trouvent une solution, parce que mon grand-père avait 9 enfants. Mon père, à 12 ans, a été envoyé à Milan chez un marbrier avec un de ses oncles pour gagner sa vie et apprendre le métier. Il est venu en 1931 et ils ont découvert la voûte sarrasine et ils ont mis en œuvre leur savoir-faire. Et à partir de là, ils ont fait beaucoup de ces escaliers. J'ai dû commencer en 1959. Je travaillais toute la journée comme compagnon avec mon père et le soir, j'allais au cours du soir à Saint-Lambert, donc en métré et en dessin. Là, j'étais barbu. Vous voyez, je faisais plusieurs étages dans un immeuble avec un manœuvre. Et voilà, et maintenant nous sommes entre 15 et 20 personnes. Il y a ma femme et mes 3 fils. Vous avez donc là Johan, Nicolas et Romain. Et voilà, la vie des marbriers de la famille Stéphanie en quelque sorte. Ces gens qui venaient d'Italie et venaient avec leurs valises et rien et étaient courageux et avaient quand même le sens de l'esthétique. Hein. Et j'ai la chance que, disons, les garçons étaient intéressés. Et d'ailleurs, je crois que j'ai un de mes petits-fils qui collectionne déjà les cailloux, qui est intéressé. Je sais que dans sa chambre, quand il trouve des beaux cailloux, il les garde. C'est peut-être un signe prémonitoire. On peut monter, Delphin? Bon, alors, on va monter. Tu vas? La voûte sarrasine, en fin de compte, c'est le remplacement de la structure béton par une structure briquet plate, donc une structure beaucoup plus élégante et beaucoup plus fine. Vous avez une ligne beaucoup plus épurée, en fin de compte, qu'une structure béton. Donc il faut, disons, avant de se mettre à faire de la voûte sarrasine, avoir beaucoup d'expérience. C'est juste un coup de main. C'est un coup de main. Si on force de trop, on lève la marche, on risque de la prendre sur la tête. Peut-être que vous allez passer à la télé. C'est pas mal, hein? Venez entrer. Et il vous plaît, vous, cet escalier? Ouais. Maman, elle dit que c'est l'œuvre d'art de la maison. La pierre est douce et en fait, nous, c'est notre œuvre d'art de la maison qu'on ne peut pas nous voler. Voilà, par rapport au tableau et tout ça, c'est vrai c'est un gros budget proportionnellement aux travaux pour un escalier, mais le résultat est vraiment parfait. Tu sais, moi je suis un grand papy. Dominique Vontron, on veut d'abord vous dire merci. Merci parce que c'est grâce à vous qu'on a fait la connaissance de la famille Stéphanie. La famille Stéphanie. Il travaille pour vous? Il a travaillé et il travaille occasionnellement. C'est vraiment, comme on l'a vu dans le reportage, l'élément essentiel de la pièce à vivre. C'est majestueux, c'est vraiment de la qualité. C'est un ouvrage d'art et réalisé en très peu de temps. Combien de temps il faut?
Moins d'une semaine. Moins d'une semaine pour faire une voûte sarrasine. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose après qui reste à vie. C'est un copain à vous? C'est un copain à moi. Une bonne relation amicale et vraiment qui mérite le respect parce qu'on retrouve les valeurs du compagnon et du travail, du bel ouvrage. Et de la transmission du savoir. Et la transmission du savoir. Voilà. Revenons à la maison individuelle. Le portrait que vous nous en donniez tout à l'heure était un petit peu trop rose pour être vrai. Il y a quand même des problèmes ou des défis. Oui, c'est pas tout à fait des problèmes. C'est une maison, hein, ça se construit pas comme ça. Et on a plusieurs défis à relever. Alors, les 3-4 grands défis, c'est la solvabilité des ménages, le financement. Ça, c'est vraiment le gros problème. Si on peut parler de problème, il y a des solutions. Le foncier coûte cher. Le foncier coûte très cher. Exemple. Dans votre région, par exemple. Dans les régions. Allez, sur Saint-Germain-en-Laye et le Saint-Germanois, c'est 60% de l'opération. Il reste 40%. Le coût total, c'est 60%, c'est le prix du terrain. Voilà. Alors, il ne reste plus que 40% pour la construction de la maison. Et il faut donc s'éloigner pour retrouver l'équilibre 50-50, mais on va aller sur Mantes-la-Jolie, Soindre, où on va trouver des terrains lotis, viabilisés pour 160 000 €, donc une maison familiale de 160 000 €, on arrive à 50-50, c'est-à-dire à 60 km de Paris. Et comme on ne gagne pas beaucoup plus, c'est au détriment de la maison le fait que le foncier coûte cher. Tout à fait. Deuxième problème, défi. Alors, le deuxième défi à relever, c'est sur le financement, la solvabilité des ménages. Pas de baguette magique. Hein. Donc, c'est une politique qui est liée au foncier. Plus on trouvera de terrain, plus on réduira. L'abondance pourra faire baisser les prix. Oui, mais les urbanistes ne vous aiment pas beaucoup. Alors, les anciens urbanismes, ceux du passé, parce qu'on s'entend de plus en plus avec eux, on s'écoute, on se respecte. Attendez, ils vous accusent de miter le paysage. Ça, c'est les vieux clichés des années 70. On n'a jamais reconstruit la ville sur la ville. Les études sérieuses qui ont été faites prouvent que, justement, le terrain étant très cher et rare en centre-ville, le coût de construction d'une maison individuelle coûte moins cher. Mais je vais de plus en plus loin, je mange sur l'agriculture, il y a toujours besoin d'une voiture. Qui coûte cher. C'est un phénomène qui a toujours existé. Je lisais récemment que des arrondissements de Paris, il y a 2 siècles, étaient vraiment des bourgs, des faubourgs loin de Paris. On reconstruit et on sait faire des maisons de ville. Le problème de l'étalement urbain n'existe plus pour nous, puisqu'on revitalise des cœurs de village. Les transports, maintenant, sont... Mais vous faites du petit collectif ? Et on fait des petits collectifs. J'ai beaucoup de confrères en province qui font du petit collectif. La maison individuelle, la maison à soi, ça reste un rêve. C'est le rêve de 82% de Français. Actuellement, il y a 56% de Français propriétaires. Ceux qui ne le sont pas, à plus de 80%, désirent accéder à la propriété par une maison individuelle. Et il y a 2 tiers des Français qui considèrent que la maison idéale est située proche d'un village ou proche d'un bourg. Proche d'un village ou proche d'un bourg. On va ouvrir ensemble le dossier de la semaine consacré à un serpent de mer, la domotique. Vous y croyez, vous, la domotique ? De plus en plus. Vraiment. Oui. Ça fait 30 ans qu'on dit que c'est un produit d'avenir. Ça reste, semble-t-il, un produit d'avenir. La domotique, est-ce que ça va marcher ? C'est un dossier préparé par Sophie Bonnet. Dans la construction de nouveaux logements, les systèmes domotiques tendent à devenir des équipements standards. Les maisons neuves sont de plus en plus équipées de produits automatisés et les logements en réhabilitation suivent aussi cette tendance. Le marché mondial a atteint 160 millions d'euros en 2006 et devrait doubler d'ici 2013. Dans le domaine de la domotique, la France commence à rattraper son retard sur les autres pays. Fabrice Lucien est directeur technique. Il nous fait visiter un chantier de réhabilitation d'une maison de 150 mètres carrés en banlieue parisienne. Les propriétaires ont choisi d'automatiser de nombreuses fonctions. Le projet ici en domotique, c'est un projet complet où on intègre en même temps l'électricité, mais aussi la gestion de tout ce qui est volet roulant, de tout ce qui est chauffage, mais aussi tout ce qui est diffusion sonore et diffusion multimédia. Alors ça, c'est un chantier un peu poussé. Généralement, en matière de domotique, les gens nous demandent des choses un peu plus légères. Mais ici, comme on est reparti de zéro, on en a profité pour faire un projet vraiment complet. Ce projet va permettre la réalisation de dispositifs complexes.
C'est vrai que dans ce genre de maison, on va pouvoir intégrer toutes les technologies et on va pouvoir avoir des scénarios très intéressants, comme un scénario de départ. On va pouvoir baisser le chauffage, fermer les volets, mettre en route l'alarme avec un seul bouton. Le point névralgique de la maison est le tableau électrique. Alors ici, nous sommes dans la zone technique, c'est-à-dire là où on a regroupé le tableau électrique sur lequel on va avoir les arrivées de puissance, l'ensemble des disjoncteurs, mais surtout tous les modules de commande, tous les modules électroniques qui sont la spécificité donc, de la domotique. Et aussi toute la gestion du chauffage qui sera elle aussi pilotée par la domotique. Tous les fils qui arrivent partout du plafond, qui descendent par les gaines techniques, tout sera regroupé dans cette grande armoire et tout est géré donc par ces modules électroniques qui après sont paramétrés lors de la définition du projet au niveau de la programmation. Un projet de ce type doit être défini très en amont et géré de manière centralisée. C'est le bureau d'études de Jean-François Merlet qui a conçu le projet dans sa globalité et qui gère la coordination entre les différents corps de métier. Sur un chantier de ce type-là, nous avons, je dirais, 5 à 6 corps de métier qui interviennent. Généralement, donc, on fait appel plutôt à une entreprise générale qui elle-même, effectivement, a sa propre coordination. Les bureaux d'études sont témoins de l'accroissement du marché de la domotique en France. C'est une demande qui va croissante, à tel point qu'on sent très bien au niveau des industriels une mobilisation très forte sur ces segments de marché, avec bien sûr des développements d'offres, mais aussi pour accompagner ces offres, je dirais, le développement de véritables forces commerciales complètement dédiées à ce type de marché. Selon François-Xavier Geland, expert en domotique et multimédia, l'irruption des nouvelles technologies dans la maison va modifier profondément le monde du bâtiment. En France, on câble exactement comme il y a 35 ans. Là où, chez nos voisins, même nos voisins proches, en Belgique ou en Allemagne ou en Angleterre, au fil du temps, en fonction des nouveautés, en fonction de l'innovation, les technologies ont évolué, sont rentrées dans nos maisons. Donc nous, l'approche en France est un peu différente, c'est-à-dire il faut vraiment être au pied du mur et avoir des clients qui demandent. Et quand les clients sont demandeurs, tout le reste de la chaîne du bâtiment s'adapte et petit à petit, on va intégrer ça et on va rattraper très vite d'autres retards en fait. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est plutôt positif. Il nous fait visiter une maison parisienne dotée de nombreux équipements. L'entrée s'effectue grâce à une reconnaissance digitale. Ici, on est dans une chambre, la chambre principale. La tendance aujourd'hui dans ce genre de maison, c'est d'une part d'avoir la technologie présente à peu près partout, c'est-à-dire qu'on veut travailler, on veut se distraire, on veut pouvoir accéder à Internet, on veut pouvoir écouter de la musique, etc. de partout. Par contre, on ne veut pas voir la technologie. La technologie est donc disponible, mais elle peut se faire invisible. Le câblage de prise réseau dans toutes les pièces rend l'installation évolutive. Ces technologies sont gérées à travers de nombreuses interfaces. On peut, à travers l'écran plasma, gérer, je dirais, toute l'installation. Donc on peut visualiser les différentes pièces. Si je veux descendre les volets de la chambre, je vais aller dans la chambre et je vais cliquer sur le volet pour qu'il descende. On peut également voir tout ce qui se passe au niveau de l'énergie, c'est-à-dire on a l'information sur qu'est-ce qui produit l'énergie, qu'est-ce qui consomme de l'énergie, et on va récapituler sur différents histogrammes. Donc on va pouvoir au fil du temps connaître un peu le comportement de la maison et en tirer les conclusions, c'est-à-dire on va pouvoir visualiser un équipement qui serait défectueux, qui consommerait trop, une fuite d'eau. Quelle est l'utilité de ces technologies? Selon François-Xavier Geland, au-delà de leur aspect gadget, leur utilité peut être réelle. Nous, on travaille sur ce type de technologie, par exemple, dans le monde du handicap. Donc là, on comprend bien que ce n'est pas un problème de riche, ce n'est pas un problème de luxe ni de gadget. Exactement ce type d'interface va permettre, par exemple, d'un fauteuil roulant, de pouvoir entrer dans la maison, de pouvoir répondre au téléphone, de pouvoir gérer les équipements. Ensuite, je dirais, c'est un problème de responsabilité. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans nos maisons, on ne sait pas du tout ce qui se passe. On n'a aucune information sur la consommation de la maison, etc. Donc, petit à petit, ça devient fondamental d'améliorer, d'optimiser nos maisons. Et donc, le fait, je dirais, de prédisposer au minimum ce type de maison pour, au fil du temps,
au fil de l'évolution des mentalités, petit à petit ajouter ce type de fonction. L'impact financier de ce type de projet reste important. Il s'élève à 50% supplémentaires par rapport à une installation électrique traditionnelle. Dominique Ventron, je ne résiste pas au plaisir de vous montrer un exemple de domotique, juste pour vous prouver qu'elle est applicable aussi bien au neuf qu'à l'ancien, pour vous montrer que n'importe quelle prise, appareil ou lampe peut être commandée. Il suffit de rajouter ça, ce petit boîtier-là, que vous pouvez mettre, là je l'ai mis dans le mur, hein. Vous pouvez le mettre derrière un interrupteur, mettre dans le bâti-box, mettre dans le plafonnier ou dans le lampadaire, et là, il suffit de la programmer. Regardez, là c'est un interrupteur, normal, ça s'allume, ça s'éteint, je la programme, hop, et maintenant elle peut marcher aussi bien avec cette télécommande, avec cet interrupteur si je le désire, parce que c'est programmable, parce que c'est réversible, parce que je peux inventer tous les scénarios, la brancher avec par exemple un détecteur de présence, ou ce modèle-ci, ou bien venez avec moi, là je l'ai programmé pour cet interrupteur qui est, vous le voyez, où je veux, loin, sans fil. Sans fil d'ici, je commande la lampe, j'éteins la lampe. Tout est possible. La domotique Eh ben, on y vient et de plus en plus on équipe nos maisons, mais pas d'une manière aussi performante. Hein. Et je pense à l'accessibilité universelle aux personnes handicapées et ceux malheureusement et qui aux peuvent seniors. Et aux seniors. Franchement, pour se déplacer d'une pièce à pièce, pour rentrer chez soi, avoir cette télécommande, etc. C'est les clients vous en demandent? De plus en plus, et dans le cadre de nos fameuses maisons bioclimatiques, où la fermeture, notamment les volets, les stores, vont se commander électriquement ou par un système lié au soleil, tout ce qui est fermeture, on l'a intégré dans le bâti. Que ce soit les portails, les portes de garage. Vous pré-câblez beaucoup les maisons. Est-ce que vous mettez partout ces fameuses prises-là, RJ11 ou RJ45? RJ45, on équipe toutes nos maisons avec. Hein. Quels que soient les constructeurs, maintenant c'est intégré depuis au moins 2 ans. Qu'est-ce qu'on vous demande le plus? Le client souhaite un pré-câblage pour l'informatique, pour la téléphonie, pour l'alarme, pour l'Hi-Fi. Donc c'est vraiment ce qu'on nous demande le plus, avec, comme je vous l'ai dit, les fermetures, toutes les portes, portails, volets, et dans certaines conditions, l'éclairage. Vous restez avec nous, j'en ai pas fini avec la maison individuelle. Tout de suite, la rubrique Info du bâtiment. Alors la première info vous concerne directement, Dominique Ventron, c'est l'UNCMI, Union nationale des constructeurs de maisons individuelles, qui change de nom. Qui change de nom, qui a changé de nom, qui va s'appeler maintenant l'Union des maisons françaises. Union des maisons françaises. Oui. Si je construis un chalet suisse, ça reste quand même... Ça sera un chalet suisse. L'Union des maisons françaises, on a conservé, il était temps, on est depuis plusieurs années avec l'UNCMI, qui est connu que dans notre milieu. Et on avait besoin, avec tout ce qui se passe dans le monde, en Europe, d'affirmer notre savoir-faire, nos valeurs, notre ambition. C'est vrai que maison individuelle, c'est très souvent un pléonasme. Hein. C'est un peu un pléonasme. Et le terme union, c'est vraiment la sémantique de notre métier, ce sont nos racines. Le terme maison, c'est le symbole, c'est tout ce que ça représente. Et le mot France, française, c'est toute notre diversité. On peut des maisons en Bretagne, en Alsace, dans le Languedoc, sur la Côte d'Azur, on retrouve... changement de nom, changement de slogan. Changement de slogan, effectivement. Le nouveau slogan? C'est des constructeurs responsables. Des constructeurs responsables. Ouais. Avant, vous n'étiez pas responsable. On l'était, mais là, on l'affirme encore plus parce qu'on est vraiment engagé. On a ce fameux contrat de construction qui est notre clé de voûte, qui nous engage par sa transparence, par ce côté sécurisant. Et on veut vraiment, on est un acteur de l'accession sociale et on veut le faire savoir. On ne dit plus UNCMI, on dit Union de la Maison Française. Des maisons françaises. Des maisons françaises. Deuxième info, je ne sais pas si vous avez l'intention de vous lancer dans la construction bois. C'est un projet, mais... Alors, je ne saurais trop vous conseiller d'aller à Nantes, 28, 29 et 30 mai prochain. C'est le Carrefour international du bois. C'est 450 exposants, c'est assez intéressant. Ils sont tous là. Les grandes tendances des produits bois dans la construction. Et surtout, vous pourriez y rencontrer un Autrichien extraordinaire qui s'appelle Hermann Kaufmann. C'est le grand spécialiste du bois. C'est le précurseur du développement durable. On parlera beaucoup de développement durable.
Toutes les informations, vous connaissez notre adresse internet dccv.tv. Voilà, c'est le moment de passer à notre rubrique métier qui nous emmène cette semaine du côté des grutiers. On part sur un chantier pour voir ce que ce travail représente réellement. Grutier, c'est un reportage d'Amélie Groux. Malgré les apparences, ce matin, à la Clette, Anthony est en classe. Anthony, tu penses à regarder toujours la charge, jamais le chariot. Mais dans une école un peu particulière, c'est l'école de la grue. Tu vas placer la charge sur la palette. Oui. Et ensuite descendre rapidement et poser en micro-vitesse. Ok. Combien de fois que vous le refaites depuis ce matin, cet exercice? Une dizaine de fois, une quinzaine. Au moins une quinzaine de fois. On recherche la pose précise. Sois précis. Ouais. On imagine que les cônes, c'est des maçons, il ne faut pas les toucher. Petit grutier deviendra grand. Steve est en stage depuis 3 semaines avec Laurent, son formateur. C'est sa dernière leçon avant l'examen. L'objectif, c'est le CACES, le certificat de conduite en sécurité. Il a combien de mètres? 35 mètres environ. Une belle hauteur déjà. On va prendre une charge. On va essayer de suivre un parcours, éventuellement faire poser la charge sur une cible bien précise, dans un minimum de temps, et en évitant de générer du ballon. Par exemple, le ballon, c'est le problème majeur de la grue. C'est une charge qui se déplace comme ça, et il faut éviter justement de générer trop de ballon. C'est préjudiciable pour la machine, et ça peut éventuellement causer un accident. La charge peut se décrocher, tomber, etc. Steve, mon stagiaire, là, va t'apporter le crochet. Si tu peux nous accrocher la charge, s'il te plaît. Allez, vas-y. T'as toutes tes vitesses. Je prends ça comme un jouet, quoi. Je suis bien, j'ai des télécommandes, j'ai des petits parcours à faire. C'est comme un jeu. Je prends ça pour un jeu. Voilà. Avec des grosses responsabilités? Oui, avec des grosses responsabilités, c'est vrai. Mais bon, après, quand on fait attention à tout, il n'y a pas de souci. Une des premières valeurs qu'on recherche chez un grutier, en fait, c'est avoir du sang-froid et une bonne aptitude à la compréhension des consignes. Ok, tu anticipes la manœuvre, c'est bien. Quand j'étais jeune, c'était pas ça qui m'intéressait, mais bon, maintenant, je suis dedans, c'est vrai que ça me plaît, ça m'intéresse. Puis il y a une belle vue, quand il fait beau. L'ergonomie au poste de travail a réellement évolué, les cabines sont spacieuses, permettent une meilleure vision, un meilleur confort du conducteur. Tout ça pour plus de sécurité sur les chantiers. Donc il y a forcément des gros enjeux de formation pour adapter et accompagner les innovations. Le grutier, on peut dire que c'est le centre de gravité du chantier. C'est lui qui va donner le rythme sur un chantier, qui va donner les priorités pour les équipes qui travaillent au sol. Bien sûr, il suit des consignes de son encadrement, du chef de chantier par exemple, mais il a une responsabilité en termes de marche du chantier. Sur ce chantier près de Lyon, on construit une zone d'épuration. Et c'est Yves, le grutier, qui donne le tempo. Depuis 12 ans, il ne s'en lasse toujours pas. Toujours des lieux différents, c'est ce qui est intéressant aussi. Ouais, on change de chantier, donc on voit autre chose. On ne craint pas les intempéries. Il peut pleuvoir ou neiger, il n'y a pas de souci. Mis à part le vent, à partir de 70 km/h, on doit s'arrêter de travailler. Les grutiers, la plupart du temps, viennent des chantiers. Donc la voie royale pour ce métier, c'est d'avoir travaillé sous une grue. Et en général, c'est une demande qu'on fait à son entreprise, qui est une entreprise de gros œuvres, une entreprise de bâtiment, de construction. Et on fait cette demande à l'employeur. Être grutier, c'est aussi participer à la construction d'œuvres magistrales, comme le viaduc de Millau ou la restauration de monuments, comme la Sagrada Familia de Barcelone. Il y a des grues sur votre chantier, Dominique? Non. On peut parler d'engins de levage, mais des grues, nos bâtiments sont plus petits, donc pas de grues. À propos de métier et de spécialisation, il y a une nouvelle formation chez vous. Alors, l'Union a lancé depuis 2 ans la licence pro des conducteurs de travaux
en associant l'éducation nationale et ça se passe à l'IUT de Marne-la-Vallée. C'est un conducteur de travaux spécial maison individuelle. C'est une licence professionnelle de conducteur de travaux de maison individuelle. C'est un métier très spécifique et donc qui connaît un grand succès puisque la première session de 2006-2007 a vu arriver les premiers diplômés. Ils sont quasiment sûrs de trouver du travail en plus. Les 20 premiers ont trouvé du travail, bien évidemment. Les commerciaux aussi ? Alors, c'est notre deuxième grand défi, revaloriser la fonction commerciale. Les commerciaux qui vendaient des maisons il y a X années ne sont plus les mêmes et ne seront plus les mêmes avec les nouvelles techniques, la nouvelle technologie, toutes ces nouvelles maisons qu'on va... Revenons à votre métier. Au bâtiment et à la construction. Vous êtes ce qu'on appelle un ensemblier, c'est vous qui le dites. Vous faites travailler donc des artisans et vous voudriez leur rendre hommage. Effectivement, on a un très très grand respect pour ces différents corps d'État, corps de métier, qui ont souvent un travail pénible compte tenu de la météo. Un travail très dur, éprouvant, notamment les maçons. On a l'exemple de maçons qui arrivent maintenant vers la cinquantaine et qui ont plus de dos, qui ont mal aux genoux, qui ont le carreleur qui a des problèmes de coudes, de genoux. Et franchement, compte tenu, je vous le redis, des conditions climatiques, parce qu'il fait toujours généralement assez froid dans les maisons, pas toujours, mais bon, dans certaines régions, c'est même quand il fait très chaud, ils ont un métier pénible et il faudrait leur rendre hommage. Vous faites appel à des artisans, vous leur tirez le kiki en permanence, vous faites des appels d'offres sans arrêt? Non, pour ce qui me concerne, moi j'ai un noyau dur d'artisans depuis plus de 20 ans. C'est les mêmes? C'est les mêmes, ils se ressourcent, on en retrouve des nouveaux, mais on a un noyau dur, on a réussi, et c'est un bon grand nombre de constructeurs, d'avoir fidélisé cette sous-traitance qualifiée. Vous savez à qui vous avez affaire. Vous pouvez influer sur les conditions de travail? Oui. D'une part, juridiquement, on est un petit peu coordinateur sur un chantier et on doit faire respecter toutes les règles de sécurité, d'hygiène, de protection et de santé, bien évidemment. Dominique, l'émission touche à sa fin. Je voudrais d'abord vous présenter quelques livres. Le premier, je crois que vous le connaissez, évidemment, La Maison, une idée moderne. C'est édité par l'UNCMI, avant qu'il change de nom. Avant qu'il change de nom. Avant qu'il change de nom. Racontez-nous ce livre. C'est toute l'histoire de la maison individuelle, mais franchement, avec toutes les valeurs qu'on incarne, toute cette diversité de régions et surtout le côté des maisons innovantes, cette maison qui va être de plus en plus moderne et tournée vers l'avenir. Une maison innovante, on voit qu'il y a le choix et qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Exactement. La mauvaise image des maisons Phoenix des années 80. Et on retrouve le témoignage des Français qui nous plébiscitent, puisque c'est vraiment l'achat le plus important qu'ils peuvent envisager. Deuxième livre, on en parlait tout à l'heure avec la domotique, réussir son installation domotique et multimédia, c'est non pas pour faire, mais pour faire son installation domotique. C'est très, très concret, très pratique. Voilà tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez rêver d'avoir. Ça fait le point des technologies actuelles. En gros, c'est un livre pour être future-proof, à l'abri des aléas des technologies futures. Quand on a une bonne base, comme vos maisons pré-câblées, libre à vous d'inventer ensuite les maisons qui vont avec. Et vous aviez un livre, vous? Alors moi, j'ai eu un livre, un petit clin d'œil à ma fille aînée qui savait que son papa était constructeur et qui se lançait dans des maisons bioclimatiques. C'est écrit par Michel Villoz, des éditions Duno, et c'est un livre qui nous donne des points d'appui, des références sur tout ce qui est économie d'énergie, qui nous fait découvrir d'une manière pertinente, avec des tableaux, des comparatifs, vraiment toute la façon d'économiser de l'énergie et de bien construire sa maison. C'est concret, c'est pratique, c'est pour tout le monde, y compris pour le maître d'ouvrage? C'est pour tout le monde, et c'est un livre qui ne se lit pas comme un roman policier, mais où on vient picorer un petit peu de l'information et qui nous sensibilise sur tout un tas de sujets importants pour les constructeurs et pour le client. Construire écolo pour une maison économe en énergie de chez Duno. L'émission touche à sa fin. Une conclusion, Dominique Vontron. La conclusion, c'est notre métier qui est exceptionnel, qui est passionnant. Dans la prochaine décennie, quelles que soient les politiques, on aura besoin de construire des maisons. On pense qu'il y aura 10 à 20% de maisons individuelles en plus, et on a besoin de tout le monde pour les construire. Tout le monde. Donc, toutes les entreprises de bâtiment, tous les secteurs, tous les métiers du bâtiment qu'il faut vraiment valoriser. Et je rends un hommage, là, comme on l'a déjà fait, à
aux gens de tous les pays, de toutes les compétences. J'ai moi-même fêté les 15 ans de ma société l'année dernière. Sur les 300 invités qui nous ont fait l'honneur de venir à notre anniversaire, il y avait plus de la moitié qui étaient des étrangers. Donc, plus de la moitié étaient des étrangers. Tout à fait. Ça veut dire que le bâtiment et la construction sont des valeurs d'intégration. C'est des valeurs d'intégration et vraiment, les relations humaines sont vraiment exceptionnelles. Parce que sur un chantier, tout le monde se vaut, tout le monde se parle. Voilà. Merci Métier Dominique. d'homme. Métier d'homme et de femme. Merci Dominique d'avoir été notre fil rouge. Si vous désirez voir ou revoir certaines parties de l'émission, vous connaissez notre adresse internet dccv.tv. À très bientôt pour un prochain numéro de Du Côté des Pros. Merci. Merci Jérôme. À bientôt. Voir et comprendre l'univers des pros, c'était Du Côté des Pros avec Nauf.